je voudrais juste rappeler rapidement dire que le chantier s'intéresse aux logiques de constitution et de reproduction des inégalités dans le système de soins de santé au Québec dans une perspective intersectionnelle. Il n'est pas toujours facile d'aborder la perspective intersectionnelle dans les travaux d'histoire en particulier, beaucoup plus en sociologie, on en trouve de manière plus récente, mais dans les revues de la littérature que nous avons fait faire ces derniers mois, on a remarqué qu'une très grande absence, enfin, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quand même intéressant de le constater vraiment, que la perspective sur la race et les différences de race et d'ethnicité sont très peu présentes dans les travaux historiques, même s'il y a eu des gens racisés et des personnes immigrantes qui ont beaucoup participé à la mise en place de ce système de soins. Donc, il reste très difficile de mesurer l'ampleur de ces discriminations ou de ces rapports interprofessionnels. Et le travail dans le chantier vise non seulement à identifier ces manifestations, des processus qui conduisent à la reproduction des inégalités, mais aussi à l'identification des meilleures pratiques et solutions pour parvenir à y introduire plus d'équité et de justice, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, à l'égard des femmes racisées et immigrantes. La féminisation des professions de santé, c'est le bref historique que je voudrais faire aujourd'hui, parce que pour ma part, j'aborde ce travail en faisant mien les vœux de la très regrettée féministe Bell Hooks, qui, dans son livre lumineux All About Love, New Visions de 2001, oppose de manière très élaborée et très poétique aussi d'ailleurs, à l'ère du chaos qui est le nôtre, où la domination et le patriarcat règnent en maître, une culture de l'amour qui s'appuie sur des éléments très concrets, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en fait dans nos recherches en sciences humaines. Alors, c'est care, affection, recognition, respect, commitment and trust, souci des autres et de soi, reconnaissance, respect, implication et confiance dans le but d'une plus grande justice sociale. Et donc, il est intéressant de voir que cette perspective éthique, qui fut aussi beaucoup celle que l'on retrouve dans les métiers du care et que j'aimerais faire mienne dans cette approche, a été en quelque sorte dénaturée ou prise en otage par deux grandes institutions dominantes au Québec durant tout le XXe siècle, l'Église et ses institutions hospitalières, puisque l'Église a été quand même un des vecteurs du système de santé, enfin un des piliers, ou en tout cas une des origines du système de santé tel qu'on le connaît, et l'État qui a repris de l'Église ces initiatives et qui les a transformées. Et le care, qui était d'abord une action charitable et confessionnelle, et qui se présentait comme un devoir, avant de devenir un travail salarié et rémunéré en profession, eh bien, a alimenté beaucoup de ce travail de soins. Malgré les tentatives des mouvements de professionnalisation, de s'émanciper de l'emprise de l'Église dans la première partie du XXe siècle, les professions du care ont néanmoins perdu ou en tout cas changé les attributs qui étaient les siens d'une action personnelle et gratuite pour devenir des actes professionnels et rémunérés. Et donc d'une relation de care où la culture de l'amour dont parle Bell Hooks est valorisée, on est passé à un travail spécialisé réalisé par des personnes dûment formées et à des relations de travail dont le moteur est la compétition et la hiérarchie. Alors, je ne veux pas dire qu'il faudrait revenir à l'ancien système du care de l'Église, pas du tout, mais il est intéressant de voir que le care a subi plusieurs transformations dans l'histoire et que c'est intéressant pour nous qui y réfléchissons de voir comment on peut le réutiliser aujourd'hui dans une perspective différente qui n'est pas celle de la hiérarchie et de la domination. Donc, comment réintégrer une éthique du care ou des liens égalitaires et justes dans des relations professionnelles établies de longue date sur la hiérarchie et la domination des unes sur les autres, des professions les unes sur les autres. C'est un peu ce processus-là que j'aimerais étudier. Je retiendrai ici de l'analyse des processus un élément
c'est celui d'une plus grande connaissance que nous avons maintenant de la question du rôle des femmes dans les professions de santé. Depuis une quarantaine d'années, on a beaucoup écrit sur ces questions-là et on a quand même des données et je voudrais en expliciter un certain nombre ici très rapidement pour revenir sur la question de la féminisation du féminin et du féminisme dans les professions de santé, tout en disant encore qu'on n'a pas le même type de travail pour la question de la discrimination selon la race et selon l'ethnie. Trois grandes périodes marquent cette professionnalisation des soins de santé au Québec dans une perspective genrée. C'est la perspective que je retiendrai parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent, qui doivent être pris en compte quand on comprend les transformations qui ont lieu. Mais sous la perspective genrée, c'est vraiment trois grandes périodes. Première période, grande réforme de soins de santé à la fin du 19e siècle, qui voit la constitution de bastions professionnels de soins genrés et exclusifs aux populations canadiennes d'origine française ou anglaise et majoritairement chrétienne. Même les Juifs, on va avoir de la difficulté jusqu'aux années 40 à rentrer dans le système de soins. Donc, c'est vraiment des bastions vraiment très, très établis. Et la division que l'on connaît aujourd'hui entre francophones et anglophones est héritée directement de ce système. Jusqu'aux années 40, donc en même temps que c'est des bastions blancs, c'est un bastion où les médecins, majoritairement des hommes, vont être déterminants dans le système de santé et dans la réforme des soins de santé, détrônant ainsi au Québec les communautés religieuses de soignantes, qui étaient presque toutes des femmes, canadiennes, françaises, propriétaires ou gestionnaires des grands hôpitaux du Québec, alors que du côté anglo-protestant, c'est un autre système qui est plus autonome et où les femmes des organisations charitables, les dames patronesses, vont se voir reléguées à des levées de fonds, tandis que les médecins prennent la direction effective des hôpitaux. La deuxième période, même si elle se chevauche au niveau de la temporalité, c'est l'émergence des pionnières en service social et nursing qui s'approprient le modèle médical de professionnalisation pour intégrer le système de santé soutenu par des médecins qui ont besoin d'elles pour être au chevet des malades. Entre 1930 et 1970, on parle de profession. J'aime pas le terme paramédical qui a été utilisé ou de semi-profession pour les Américains qui l'ont utilisé longtemps, mais bon, à défaut d'autres choses, de toute façon, elles deviennent des professionnels assez rapidement et elles ont le terme de professionnel et c'est une profession aujourd'hui à part entière depuis les années 70 dans le cadre de la pression conjointe de l'extension de services de soins, l'universalisation de la couverture de santé et entrée massive des femmes à l'université et dans le marché du travail dans les années 70. Troisième partie, ou troisième période plutôt, la féminisation de la plupart des professions de santé, alors qui est différente de l'entrée des femmes dans des métiers féminins. La professionnalisation de beaucoup de professions de santé concorde après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les années 70, avec la commodification des soins en même temps que le système de soins se transforme en organisation marchande avec des patients qui deviennent aussi des clients et des professionnels qui dispensent des soins à une clientèle et qui deviennent des professionnels salariés comme les pharmaciennes, une tendance qui s'accélère à partir des années 80. Donc, revenons rapidement sur le modus operandi de d'une part des professions, des métiers féminins qui se professionnalisent et d'autre part de la féminisation des professions masculines qui deviennent plus féminines. Donc, dans la première période des professions féminines dans un bastion d'hommes médecins, on peut voir que le développement des sciences de la vie enseignées dans des universités fermées aux femmes et la relégation des savoirs profanes, y compris des savoir-faire féminins, hors du périmètre de la science, la médecine va se développer à la fin du 19e siècle comme une discipline essentiellement scientifique. Établie aussi sur une division genrée, les médecins des hommes majoritairement
vont s'occuper de guérir, le cure, à partir de savoir-faire et de savoir-être basés sur la science, tandis que les femmes s'occupent du care à partir de savoir-faire et savoir-être féminin. Donc, on voit une certaine culture différenciée entre le cure et le care, et qui est une culture aussi différenciée en termes de genre. Le pouvoir de guérir du curatif va s'appuyer sur les avancées scientifiques, même si la médecine se présente encore comme un mélange bien dosé d'art et de science, et qui devient rapidement une profession hégémonique qui initie une réforme radicale du système de santé autour du pouvoir de soigner et de guérir qu'elle affirme détenir. Fortement genré, le pouvoir médical s'apparente à un pouvoir patriarcal réservé à des hommes des classes supérieures anglo-protestantes d'abord, puis franco-catholiques, dont le pouvoir de diagnostiquer les malades et de les soigner alimente dans une large mesure le système de soins. Alors, il faut avoir de longues études. Ils établissent un certain contrôle sur le système de soins par différents biais, mais comme ce pouvoir qui semblait au début du siècle illimité est néanmoins fragilisé désormais et affaibli, comme tout pouvoir, puisqu'il s'inscrit dans un réseau complexe de pouvoirs et de contre-pouvoirs que l'on voit à l'œuvre encore aujourd'hui, même si et qui justifierait peut-être le fait que le nombre de médecins augmente de façon continue entre 1944 et 1991, mais se stabilise à partir des années 70 au Québec. Également, la féminisation de cette profession qui, à partir des années 60, qui est due à l'ouverture des études supérieures aux femmes, va faire atteindre cette profession à la parité, et on va voir justement des questionnements sur la dévalorisation ou pas du métier à cause, entre guillemets, de sa féminisation. Du côté de la professionnalisation des métiers féminins, on voit que la médecine tire une grande partie de son pouvoir, de sa capacité à influencer et dominer les autres secteurs de soins dont les fonctions dépendent étroitement des médecins. Plus encore, le modèle professionnel médical a été adopté presque intégralement par la profession infirmière et par certaines autres professions. On observe ainsi deux types de déploiement de ces professions au Québec et au Canada. Et comme je vous le disais en entrée de jeu, il faut distinguer la féminisation d'une profession du métier féminin. Les infirmières sont parmi les premiers grands contingents de femmes qui cherchent à valoriser des soins féminins, à les formaliser dans un ensemble de savoirs et à en faire une profession à part entière. Basée sur le care, cette profession va se doter, comme celle de la profession médicale, elle se dote d'associations professionnelles pour défendre et réserver leur domaine de compétences et formaliser leurs pratiques autour d'une discipline. Toutefois, les infirmières apparaissent rapidement comme étant parmi les travailleuses de la santé les plus nombreuses, avec un champ de compétences qui s'agrandit, avec une présence très forte dans le système de santé, essentiellement dans les hôpitaux où elles sont très importantes. Elles ont des écoles de formation et bien sûr des syndicats de défense de leurs conditions de travail, mais néanmoins, elles demeurent une profession où l'autonomie de pratique reste l'objet de constantes remises en cause, symbole du caractère majoritairement féminin de la profession. Ça reste évidemment la question à 10 000 $ que tout le monde aimerait comprendre et connaître. Du côté des professions paramédicales, elles suivent à peu près le même modèle que celui des infirmières. Les paramédicaux, que Julien Prudhomme qualifie de un personnel soignant qui n'est ni médecin ni infirmier, occupent différents types d'emplois qui comptent aujourd'hui plusieurs experts qui ont acquis un statut professionnel pour la plupart vers la moitié du XXe siècle, mais c'est surtout à partir des années 70 que leur spécificité et la prise en compte de leur expertise furent établies dans un cadre plus complexe. Couvertes par l'assurance maladie, elles restent séparées néanmoins des autres professionnels de santé et entre elles,
existe une hiérarchie non dite et des fois dite au niveau des salaires, on le voit. Et dans les paramédicaux, il y a beaucoup de revendications, de reconnaissance. On le voit si on lit les journaux aujourd'hui. Chacune d'entre elles demande plus d'autonomie, plus de reconnaissance, plus d'argent, etc. La liste des paramédicaux est assez longue: acupuncture, audiologiste, chiro, ergo, kiné, masso, naturopathe, nutritionniste, ostéopathe, physio, podiatre, psychologue. Même les psychologues sont rentrés dans les paramédicaux, ce qui est assez étonnant, mais ils les incluent, et les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales aussi. Et donc, sur le modèle des infirmières, on peut dire que les diététistes, les ergos et les travailleuses sociales principalement se sont d'abord développés comme des métiers féminins qui se sont professionnalisés, tandis que les psychologues, orthophonistes et quelques autres professions se sont plutôt féminisés avec l'afflux de femmes dans les professions du care. Et dans tous les cas, le care apparaît ici bien comme le dénominateur commun du travail et de l'expertise requise par ces professions. Alors, un premier facteur, deux grands facteurs peuvent expliquer ce processus parmi les nombreux facteurs, mais disons très rapidement, là aussi d'une perspective genrée. L'expansion de l'État-providence et l'ouverture du marché de l'emploi pour les femmes en santé est certainement un des grands moteurs de l'afflux de femmes dans les professions. Plusieurs changements vont être opérés dans le système de santé. On va voir même la création de CLSC qui vont happer d'une certaine manière le travail qui était fait par des groupes communautaires à l'intérieur d'un système qui est désormais inclus dans le système de santé, même s'il en est à la marge. Et il va y avoir un transfert là de ressources et de responsabilités très intéressantes qui va se faire justement et qui va être du métier féminin sous-payé et sous-reconnu la plupart du temps, même si jeter le note, on crée des emplois relativement bien payés pour des femmes, mais à l'intérieur d'une économie sociale qui reste sous-évaluée et sous-reconnue dans le système général. Enfin, la question qui reste entière, c'est la question de la féminisation des professions. Est-ce qu'elle marque vraiment une dégradation des conditions d'emploi et est-ce qu'elle marque la dévalorisation de ces professions? Là-dessus, beaucoup d'autrices hésitent à définir vraiment, à donner vraiment une explication définitive sur cette question. Une autrice, Kakuo Bito, parle de la féminisation d'un métier ou d'une profession, désigne généralement l'augmentation du nombre des femmes dans une activité déterminée. Et bien sûr, on voit que elle hésite elle-même, et Joanne Collin, qui a beaucoup de la profession de pharmacie, elle aussi ne conclut pas vraiment, et elle dit que finalement, les deux concluent un peu à dire que la féminisation des professions est souvent l'objet de schémas d'interprétation antinomiques. Pour les unes, c'est un avancement, et pour d'autres, une nouvelle forme de reproduction des clivages entre les hommes et les femmes, selon la même logique d'infériorisation, féminisation étant étroitement associée à la dégradation et dévalorisation des professions. On sait aussi la position que Bourdieu avait sur la féminisation, qui pour lui était une baisse de statut, mais Joanne Collin conclut dans son étude sur les pharmaciennes que les praticiennes craignaient que elle souligne que, en fait, l'extrême fluidité des dynamiques professionnelles dans les sociétés industrielles avancées et des mutations réactivées par l'avancement technologique et scientifique entraînent finalement des mutations profondes, mais que les processus de féminisation aussi font partie de ces mutations et engendrent des transformations. Donc, on voit là que on n'arrive pas vraiment à conclure de façon vraiment définitive sur une quelconque de ces professions,
même celle de pharmacie. Joanne Collin considère que c'est l'arrivée des grandes chaînes qui va changer le statut de pharmacie et qu'il va y avoir plus de femmes qui vont accepter ce type d'emploi parce que les horaires sont plus fixes pour elles et elles deviennent des employées avec des avantages sociaux, etc. Donc, elle ne conclut pas vraiment à cette dévalorisation due à la féminisation. Donc, en conclusion, médical a établi un pouvoir hégémonique dans le système de santé autour de l'exclusivité de prescrire et de guérir, subordonnant ainsi la plupart des activités du care à son pouvoir. Et des théoriciennes féministes ont bien montré aussi qu'elle fut une profession masculine et que ce pouvoir de prescrire s'apparente à un pouvoir patriarcal sur les autres professions du care. Au Québec, où le pouvoir patriarcal était renforcé par le pouvoir détenu par l'Église dans les institutions qui lui appartenaient, il est encore plus difficile de continuer dans le système. Donc, malgré les multiples réformes des soins de santé jusqu'aux années 70-80, parce que je ne parle pas de la période plus contemporaine, Stéphanie va en parler plus tard, on voit que ça reste un des piliers et qu'il y a vraiment derrière toute une organisation qui, avec l'État-providence, a transformé certainement le travail de soins, mais pas de manière à ôter la question ou le rapports de hiérarchie et de subordination qui croisent à la fois les questions de genre, c'est-à-dire entre des femmes qui font des travaux qui sont moins reconnus ou même moins valorisés, même si au sein de la profession médicale, on le voit, la part des femmes ne parvient pas à changer la dynamique au sein de la profession médicale, de la même manière qu'au sein de la profession infirmière, le fait qu'il y ait encore une non-mixité ne parvient pas à définir une autonomie de la profession telle qu'elles auraient voulu l'avoir. Donc, en conclusion, rapidement, on voit que les inégalités se reproduisent sur 2-3 générations, le système de santé les entretient et que le combat pour l'égalité des genres en santé passe vraiment par la substitution d'une culture de la domination masculine blanche à une culture du care non genré. Reste à savoir si les professions de santé qui ont acquis durement ce plaisir ou ce pouvoir de dominer accepteront de mettre en commun leur savoir et pratique pour le bien de tous, actuellement ce qu'on appelle le bien du patient, qui a l'air d'être le dernier oublié dans cette organisation. Merci infiniment. On se passe le... Ok. On prendra les questions après. Donc, comme vous avez probablement compris, nous sommes en chantier encore dans ce projet de recherche. Et donc, je vais tenter d'articuler un peu ma présentation, ma perspective à celle de Yolande, mais je vais l'aborder d'une façon très, très différente. Oups. Un peu plus fort. Oui. Donc, je suis une des héritières de la féminisation de la profession médicale, puisque j'ai fait des études de médecine au début des années 2000 en Suisse.
La Suisse, qui n'est pas un pays très avancé sur le plan des rapports sociaux de sexe, mais qui, en fait, a accepté les femmes dans ses facs de médecine très tôt, même si c'était surtout des étrangères qui venaient faire leurs études pour aller pratiquer à l'étranger, parce qu'en fait, avec un diplôme de médecin pour les femmes, c'était difficile de pratiquer en Suisse. C'est un peu anecdotique, mais j'avais une de mes collègue qui a fait ses études dans les années 70, qui m'expliquait comment elle avait eu de la peine à trouver un travail en Suisse, dans un hôpital, après ses études encore. Donc on est quand même dans une féminisation négociée, on va dire, de la profession. Et j'ai d'autres collègues qui ont montré l'importante ségrégation horizontale donc, entre les différentes disciplines médicale, donc le pourcentage hommes-femmes dans les différentes disciplines, qui est à peu près paritaire, par exemple en psychiatrie ou en pédiatrie, mais qui est catastrophique pour les femmes en chirurgie et dans les autres disciplines d'intervention, par exemple, en Suisse, là, qui ne se passe pas de la même façon partout. Par exemple, la France, qui connaît un concours pour l'attribution des places de formation, a en fait beaucoup plus de femmes chirurgiennes. On voit bien un peu comment ça fonctionne. Donc moi, j'avais décidé aujourd'hui de revenir un peu à comment on va explorer ces questions de relations interprofessionnelles dans le travail de santé pour interroger un peu différemment la division genrée, mais aussi racisée du travail de santé. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai décidé d'aller piocher dans mes archives personnelles et de vous montrer en fait à partir d'un texte que j'avais écrit, qu'on m'avait demandé il y a 9 ans de ça, de rédiger sur mon expérience de médecin en formation, d'interne, si vous voulez, ou de résidente, selon le vocabulaire auquel vous êtes habitués, dans le cadre d'un séminaire qui était organisée par Marie-Claire Kalotchov, qui est une philosophe politique et militante, qui avait un programme de formation sur l'exil et le désexil, et qui avait organisé donc avec un syndicat en Suisse une série de rencontres qui s'appelait, sous la thématique « Être hors de soi, être en exil, à qui appartiennent mon corps, ma tête, ma conscience ». Et donc, dans ce travail-là, qui m'avait été demandé, j'effectue un travail réflexif sur ma situation professionnelle. Et j'ai choisi de vous lire quelques-uns des extraits de ce texte pour illustrer, donc c'est un peu étrange, mais une espèce d'utilisation secondaire de mon texte comme d'une source primaire, si on veut, pour illustrer un peu la complexité de l'expérience des travailleurs de santé et des problèmes de loyauté et d'identité professionnelle qui surgissent, notamment quand on a une perspective politique et critique, comme moi, par rapport au travail de santé en général, aux relations de travail et aux rapports sociaux de sexe en particulier. J'ai un peu découpé ça par catégorie. Donc, un passage qui me semblait illustrer justement la question de la négociation de l'identité professionnelle et sociale. Donc, je me cite. La préparation de l'intervention s'est révélée moins évidente que je ne le pensais, parce que pour une fois, je n'avais pas de rôle à jouer. Je ne devais pas parler en tant que ni au nom de. Et je dois avouer que c'est la première fois que je fais une communication publique sans exigence d'incarner une voix particulière. Médecin de formation, ce statut confère un certain privilège social ainsi qu'un pouvoir réel et symbolique. Médecin me fait devoir m'incorporer à la profession et transforme foncièrement mon discours, à la fois en me pensant comme membre de ce corps professionnel et en étant pensé par un public comme produisant un discours médical. Ayant décidé il y a quelques années de me lancer dans une thèse en histoire de la santé, je suis également devenue une chercheuse en sciences humaines avec une nouvelle position produisant un autre champ d'expertise.
Donc, je passe un petit bout. Il me faut donc reconnaître que cette façon d'intervenir dans un rôle bien particulier défini par le groupe dont j'étais représentante, porte-parole ou simple membre, induit un certain cloisonnement entre ces fonctions. Ce qui, évidemment, là c'est moi qui commente, complique de penser justement les relations entre les différents groupes. Et je vais m'expliquer avec quelques autres éléments. Donc, une deuxième citation qui traite un problème récurrent dans les rapports de pouvoir et la division du travail en santé, qui est celui de l'expertise. J'avais ainsi pensé aborder la question de l'appropriation de nos têtes, de nos corps et de nos consciences par celle de la santé mentale. Mais ne voulant pas mobiliser une autorité quelconque, j'y ai renoncé. Pour décrire ma situation, je préfère utiliser le terme de profession pour décrire mon état d'appartenance à un groupe, une corporation, car cela me semble être plus large que le terme de travail, qui permet de mettre l'accent sur les rapports de travail, mais moins sur les aspects symboliques et culturels, comme dans le cas de la profession médicale, et sur le fait que notre identité sociale ne nous appartient pas dans une large mesure. Ma posture critique à l'égard du rôle et de l'attitude de mes pairs, médecins ou chercheurs, ne suffit pas à me sortir des privilèges que me confèrent ces statuts. Comment avoir un discours qui n'est pas qu'une portée individuelle, qui ne soit pas juste le mien, mais qui puisse tendre à une dimension collective sans être de l'ordre du diagnostic, de l'expertise? J'ai donc finalement décidé de vous faire le récit de mon exercice d'autoréflexion sur la façon dont ces problèmes se posent dans mon expérience professionnelle, sur comment ces désappropriations, réappropriations s'y manifestent ou non. Et l'un des aspects qui, pour moi, nourrit l'entreprise scientifique que j'aimerais développer dans ce projet. Et donc, comme je l'ai déjà mentionné, la question des appartenances, des loyautés, des solidarités. Donc, dans cet autre passage, justement, alors, je voudrais, par cet exercice, souligner des effets d'appartenance à des groupes sociaux, notamment parmi ceux que l'on met moins souvent en avant dans ce genre de discussions politiquement critiques, comme les milieux institutionnels, lieux de travail, associations, corporations, etc., à l'inverse d'autres groupes plus communément pensés, sexe, classe sociale, race. Car dans chaque lieu où l'on travaille, où l'on milite, où l'on agit, se nouent des relations sociales, des liens produisant des loyautés, des sentiments d'appartenance multiples qui nous constituent. Cette multiplicité est source de contradictions que nous portons individuellement. Elle nous oblige à la renégocier dans chacun de ces lieux où nous existons, où nous agissons. Dans mon activité médicale, même en marquant le moins possible mon identité de médecin, visuellement notamment par l'absence de blouse blanche, et en tentant d'établir une relation qui correspond le plus possible à mes valeurs d'égalité et de solidarité, je reste toujours le médecin. Je suis l'institution. Quoi que je fasse, malgré une position critique, malgré des actes et une façon de travailler ou d'agir différentes, voire marginales. On se retrouve donc dans une situation paradoxale où l'institution, sa hiérarchie notamment, mais pas exclusivement, cherche à nous blâmer, à nous punir, nous censurer, voire à nous exclure pour nos pratiques critiques, tout en apparaissant toujours comme l'une de ses membres, en l'incarnant aux yeux des usagères et des collègues. Et je me demandais dans cette réflexion, du coup, les limites, les possibilités qu'il existait de développer des solidarités justement interprofessionnelles. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est la question des solidarités et des alliances sur le lieu de travail. Avec une grande naïveté, j'avais pensé qu'il était possible de créer des solidarités quasi objectives entre certaines personnes. Féministe, je pensais par exemple qu'il serait possible de surmonter la hiérarchie hospitalière entre médecins et non-médecins pour créer des alliances entre femmes, notamment infirmières et médecins. Et je tentais au moins de traiter mes collègues de façon plus égalitaire en essayant de ne pas reproduire le système hiérarchisé. Mais de fait, ce n'est pas possible individuellement. Quand je peux établir une forme d'alliance avec une équipe infirmière, cela ne fonctionne pas comme lien de solidarité. Car malgré ma bonne volonté et mes positions individuelles, dans une institution, je ne peux pas faire partie d'un autre groupe que celui auquel je suis assignée par mon poste. Les non-médecins, à raison, ne sont pas dupes. Je suis donc, dans ce contexte, la proie d'une double exclusion par le personnel non médical et par ma corporation qui me reproche de ne pas jouer le jeu.
Donc, dans cet espace-là, quelle est la marge d'autonomie des salariés? Les petits écarts à la norme suffisent à nous pénaliser comme salariés. Face à ce système normatif, comment peut-on se réapproprier soi-même dans son activité même sans attendre la révolution? Et quelle légitimité ont nos critiques sur les institutions dans lesquelles on travaille? Dans un hôpital, quel statut ont mes propos? Comment je mets ensemble les dures critiques que j'exprime contre le système hiérarchique hospitalier et sa division sexuée du travail et le fait que je les reproduis chaque jour dans mon activité? Car ce n'est pas moi qui définis les procédures de l'institution et les tâches que je dois effectuer. Je dois remplir les formulaires qui me sont demandés, recueillir des informations sur les patients et les consigner, même si je les trouve non pertinentes. Je dois rendre des rapports qui me sont d'ailleurs demandés non par ma hiérarchie médicale, mais par les secrétariats. Et là, je rajouterai les assurances aussi. Car chaque corps de métier participe à ce fonctionnement. Et mes collègues sont conscients de ces problèmes. Mais malgré ce regard critique, il reste impensable de faire autrement. C'est compliqué d'essayer d'effectuer un travail de qualité, ce qui nécessite de le penser, dans le cadre de l'institution et de ses contraintes. Il est peut-être effectivement plus simple de ne pas penser, comme on me l'a soutenu, moins coûteux de ne rien remettre en question. Comment un individu arrive à se détacher, à se trouver soudain en situation de remettre en question les déterminismes qui le constituent ou qui constituent sa tâche, à se penser lui-même et ses pratiques. Donc, j'ai choisi certains de ces passages qui s'inscrivaient dans une démarche évidemment plus réflexive, militante sur comment, finalement, d'un point de vue syndical, on peut avoir prise sur son travail et ses tâches pour plusieurs raisons. D'abord, pour rappeler que dans la hiérarchie des soins de santé, on a tendance à penser les médecins en position de domination, mais je voudrais juste rappeler que la plupart des médecins qu'on rencontre sont en formation dans les hôpitaux et sont en fait pas en position hiérarchique, ni des fois dans l'organisation des soins, ni dans l'organisation institutionnelle, juste pour rappel. Donc, en plus donc, de ces questions de définition des professions, de division des tâches de soins, je voulais amener ces réflexions sur la marge de manœuvre qui était la mienne dans cette situation professionnelle pour illustrer la façon dont l'expérience de travail dans les institutions de santé est marquée par des logiques identitaires professionnelles significatives, créées principalement par des hiérarchies institutionnelles fortes et renforcées par les statuts sociaux et culturels des différentes professions qui déterminent de façon importante le mode d'entrée en relation avec les usagères, mais aussi avec les collègues. Donc, l'angle offert par l'étude des résistances et des pratiques critiques éclaire notamment ces logiques et il montre les obstacles à penser l'organisation de la santé comme un tout et à imaginer des transformations qui toucheraient à la division du travail de santé. Face à ces classifications des professions, nombre de recherches et de mouvements professionnels se sont donnés pour tâche de contester la hiérarchie en montrant d'une part la façon dont elle est le produit de rapports de pouvoir, appropriation du savoir des autres, législation réservant le droit exclusif d'exercer certaines tâches à certaines professions, inégalité de salaire, inégalité des conditions de travail entre professions, etc. Et d'autre part, elles ont tenté de contester cette hiérarchie en montrant la valeur essentielle et sous-estimée des tâches déléguées par les professions en position hiérarchique. On a démonstration du travail de care, de sa valeur, légitimation de ces professions, une académisation même de certaines de ces professions et par une production de savoir s'inscrivant dans les normes scientifiques dominantes. Ce qu'on mentionnait avant, comme le modèle médical finalement de légitimation des professions et des savoirs de ces professions non médicales. Et les travaux féministes sur le travail de santé ont ainsi souvent eu pour centre d'intérêt la division sexuée de ce travail, la féminisation des professions et la médicalisation, parfois synonyme de masculinisation. Je pense notamment à la question de la grossesse et des soins obstétriques et l'idée de l'appropriation du travail des sages-femmes, par exemple, par les médecins.
Et entre critique de la hiérarchie de genre et valorisation des tâches laissées aux femmes, le propos s'est finalement peu intéressé à repenser radicalement le travail de santé, c'est-à-dire non seulement sans prendre pour naturel ou inévitable sa division et son organisation hiérarchisée, mais en contestant la logique professionnelle actuelle et en imaginant des soins de santé véritablement accessibles, efficaces et démocratiques. Donc, je vais passer à ce qu'on imagine comme projet plus concrètement. Donc, dans ce projet, nous souhaiterons penser les relations interprofessionnelles au-delà des expériences individuelles et collectives de discrimination et même au-delà des inégalités contemporaines de santé pour saisir plus profondément comment nos systèmes de santé actuels, malgré le développement de savoirs et de techniques de pointe, efficaces, avancées, disons, du point de vue de la santé, s'ancrent toujours plus dans des processus de spécialisation et de division entre professions et que ces processus portent en eux des logiques conflictuelles et excluantes. Donc, pour explorer ces relations, dans une perspective intersectionnelle, nous proposons d'examiner les modes de constitution des professions de santé et les tensions qui les traversent à plusieurs niveaux. À discuter d'ailleurs exactement comment passer du projet aux actes pour explorer tous ces niveaux, mais le premier niveau est celui des institutions politiques. Quel est l'encadrement légal des professions et organisations du système de santé par les politiques publiques? On pourrait aussi inscrire ici la question du financement des soins. Le deuxième niveau est celui des institutions sanitaires, comment les soins s'organisent, quelles sont les hiérarchies institutionnelles sur les lieux de soins. Donc à la fois les hôpitaux, mais les centres communautaires, etc. Un troisième niveau est celui des institutions professionnelles, conditions d'entrée dans les professions, histoire des revendications professionnelles, associations professionnelles et syndicats en particulier. Et le quatrième niveau, qui est plus celui que j'essayais de vous faire sentir avec mes extraits, qui est celui des expériences professionnelles. On souhaite donc faire des entretiens individuels et de groupe avec des personnes de certaines professions de santé sur leur expérience de travail de santé et les changements qui sont survenus au cours de leur carrière. Donc, l'examen de ces niveaux se fera dans un premier temps de façon exploratoire. Donc, on va aller chercher un peu comment rassembler tout ça. Et cette première exploration a pour but d'interroger plusieurs éléments qui permettront de préciser, de développer une méthodologie un peu plus précise pour un projet probablement de plus grande envergure dans un deuxième temps. Et je veux juste souligner 3 points que cette exploration, cette partie exploratoire cherche à clarifier. Un, de justifier la pertinence d'une recherche sur les relations entre professions de santé. Et donc, c'est un projet qui s'intéresse à un niveau intermédiaire de l'organisation des soins de santé, donc entre les logiques professionnelles et les politiques publiques et institutionnelles. Souvent, on a des travaux sur des professions ou des travaux sur tout le système, le financement, etc. Mais rarement sur les relations entre professions, ou en tout cas, des fois, c'est dans le cadre de travaux sur une profession particulière, évidemment, que les tensions, les revendications, les questions de répartition de soins sont apparues, mais les relations ne sont pas le sujet central en général de ces études. Pourtant, il nous semble important de comprendre non seulement les rapports institutionnels qui les façonnent, mais la façon dont ces relations sont traversées de tensions, d'enjeux de solidarité aussi ou d'appartenance. Deuxième point, définir les limites du travail de santé. Là, on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, quelle profession on va intégrer? Qu'est-ce que c'est le travail de santé? Est-ce que c'est tous les employés d'un lieu de santé? Et ça demande effectivement, et c'est plus ou moins ce que l'avis qui fait consensus dans le chantier, c'est d'intégrer le travail administratif, le travail de gestion, le travail de ménage, de manutention, etc., des institutions qui sont souvent invisibilisées et qui participent justement à l'invisibilisation plus générale de certains groupes sociaux, dont les personnes racisées, qui ne sont même dont le travail qui pourtant fait partie de
monstre qu'est souvent un hôpital, est d'autant plus envilisé par l'exclusion de ce type de tâches de ce qu'on conçoit comme étant le travail de santé et une institution de santé. Donc, à travers notamment l'analyse des archives institutionnelles, des entretiens d'histoire orale, nous pourrons valider la pertinence des professions que nous allons sélectionner pour l'étude et la nécessité éventuelle d'inclure plus de professionnels négligés dans un deuxième temps. Et puis, on va aussi tester le bénéfice de passer par des associations professionnelles, en particulier avec le problème de la représentativité de l'échantillon auquel on aura accès en passant par les associations. Et la volonté probablement d'avoir un volet plus ethnographique dans un deuxième temps aussi. Il s'agira ainsi d'affiner, c'est le troisième point, l'analyse des logiques de division et d'organisation du travail de santé. Donc, en examinant des situations plus particulières, on pourra dégager la façon dont la répartition du travail de santé est expliquée par ces actrices et ces acteurs issus de différentes professions de santé et leur rapport à ces logiques de division. Les entretiens apporteraient ainsi un niveau d'analyse complémentaire par rapport aux travaux centrés soit sur une seule profession, soit sur des sources documentaires institutionnelles. En particulier, les entretiens groupes qui seraient composés de témoins de différentes professions fourniraient des espaces d'échange pertinents pour prendre la mesure de ces logiques. Donc ça, c'était les grandes questions en général. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'aller plus en détail, mais a priori, donc, on souhaiterait intégrer en tout cas des médecins omnipraticiens, des infirmières de différentes catégories, notamment aussi des gestionnaires, éventuellement des psychologues, des travailleurs sociaux, des PAB et effectivement des personnes de l'entretien ménager. Voilà un peu les pistes que nous avons pour l'instant avec ces deux volets, donc un volet sur les documents, sur la documentation qu'on arrivera à rassembler et l'idée donc de développer un terrain d'entretien pour chacune de ces professions avec 5 à 6 représentants et des entretiens de groupe par la suite pour commencer à débroussailler cette problématique des relations interprofessionnelles et pour mettre en place probablement un terrain empirique plus développé par la suite. Alors, merci. Merci Stéphanie. Je ne sais pas comment on fait pour parler. Voilà. J'ouvre mon micro comme ça, je vais ouvrir mon micro. Merci infiniment Stéphanie et merci encore à vous d'être là. On peut prendre un certain nombre de questions en fait d'ouverture du débat, de commentaires, pas besoin que ce soit juste des questions. Ça peut être tout simplement des commentaires ou des remarques. Alors, il y a le chat dans lequel vous pouvez intervenir par le volet discussion sur le Zoom, mais on peut ici aussi, Karen, si tu as des choses à dire, ou Sylvie, on est ici les 4, Samia, Karen Messing et Sylvie Lefebvre. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non, hein? Donc, on a présenté un peu rapidement, mais... J'ai une question pour toi. Oui. Malheureusement, je ne pouvais pas entendre Stéphanie. Mais pour toi, tu as donné un historique où je n'ai pas entendu parler de gestionnaire. Et pourtant, j'avais toujours compris, mais je n'ai pas étudié ça, qu'il y avait toujours des batailles serrées dans des hôpitaux, par exemple, entre les gestionnaires et les médecins. Et j'ai moi-même observé un genre de démarcation de terrain, mais qui est un peu flou. Et aussi, je peux complexifier
il y a des gestionnaires des hôpitaux, mais il y a des gestionnaires du ministère qui gèrent à la fois les personnes gérées par les gestionnaires d'hôpitaux et l'appareil médical. Et comment tu vois tout ça là? Mais c'est une très bonne question. En fait, jusqu'à la laïcisation des hôpitaux au Québec dans les années 70, la plupart des grands hôpitaux du Québec étaient gérés par des communautés religieuses de soignantes qui avaient le rôle de gestionnaire. Par exemple, à l'hôpital Notre-Dame, les Sœurs Grises étaient engagées, parce que c'était un hôpital laïque depuis le début, depuis la création en 1920 de sa création. Elles ont été engagées, elles n'étaient pas des fondatrices de l'hôpital, elles étaient engagées par l'hôpital, qui était une fondation indépendante, pour faire la gestion de l'hôpital. Et donc, elles se retrouvaient à la fois à être des gestionnaires et celles qui fournissaient les services de soins infirmiers, puisqu'elles étaient aussi des sœurs qui... donc, à l'intérieur de cette hiérarchie des sœurs grises, il y avait les gestionnaires, et c'est comme ça qu'elles sont allées se former, à obtenir des doctorats en gestion ou des doctorats en sciences infirmières aux États-Unis, parce qu'ici, il n'y en avait pas. Donc, jusqu'aux années 40, 50, 60, on a vraiment des hôpitaux. L'Hôtel-Dieu était la propriété des sœurs hospitalières de Saint-Joseph. C'était elles qui géraient. Le conseil médical avait des liens avec eux. Elles étaient donc tout le temps en contrôle, puisqu'elles étaient les propriétaires. Il a fallu vraiment une bataille à finir. Et donc, à l'intérieur de ce système, les conflits de compétences et de champs d'expertise et de champs d'intervention entre, d'un côté, les hospitalières propriétaires de l'hôpital, hospitalières infirmières qui fournissaient la moitié ou les trois quarts des effectifs infirmiers, donc y compris la direction des soins infirmiers, et le conseil médical qui était juste appointé à l'intérieur du système, étaient des conflits de compétences très importants. Donc, en effet, cette question-là, et ce que a soulevé Stéphanie, jusqu'aux années 60-70, on peut dire que le pouvoir médical était contraint par, d'un côté, les gestionnaires, qu'ils n'étaient pas. Ils essayaient de prendre la gestion de l'hôpital, mais ils ne pouvaient pas. Et avec la grande réforme des soins infirmiers des années 70 et la laïcisation des hôpitaux, ben là, ils sont devenus effectivement, non pas les propriétaires ni les gestionnaires, mais ils sont devenus un des instruments ils ont pris une partie du pouvoir des hospitalières, l'autre partie étant dévouée à justement cette grande bureaucratie d'État qui vient d'être mise en place avec la Révolution tranquille au Québec, qui est le système bureaucratique dont tu parles et qui va devenir de plus en plus imposant, avec des ministères qui contrôlent ce que les autres font, etc. etc. Et les CLSC, c'est un peu le résultat de ça. Ils créent un réseau autonome sans lui donner de fonds, et en fait, ils enlèvent au groupe communautaire des compétences qu'ils pensent redonner par le biais de la RAMQ et du ministère, et ça ne marche pas. Donc, oui, il y a des... Alors, pour la période plus contemporaine, je ne pourrais pas m'aventurer là-dedans, parce qu'à mon avis, c'est encore plus compliqué, et les spécialités, etc. Mais pour la période d'avant, c'est inimaginable de comprendre que la culture catholique dans les institutions hospitalières est restée présente jusqu'aux années 70, et elle ne peut pas disparaître comme ça du jour à l'autre. Alors, vous comprenez que la culture hiérarchique du système de l'Église catholique va se redoubler sur la culture hiérarchique des professions, sur la culture hiérarchique bureaucratique de l'État. Donc tout ça, ça fait des espèces de monstres dont on n'arrive pas aujourd'hui à démêler. Alors, en effet, je crois que
Et dernier point que je voudrais mentionner à cet égard, qui est très intéressant, qui est très particulier au Québec francophone, qui n'est même pas le cas dans la communauté anglophone du Québec, c'est que ce système hiérarchique est institutionnalisé et l'hôpital est le lieu de l'institution de santé par excellence. Et c'est pour ça qu'on est un système hospitalo-centré, parce que c'est autour de l'hôpital que l'Église catholique a organisé non seulement les soins, mais l'aide aux malades, l'aide aux pauvres, l'aide aux femmes violentées, l'aide aux orphelins, etc. L'hôpital était ce lieu qui concentrait presque tous les services sociaux et d'assistance. Il y avait l'hospice et l'hôpital. Et donc, alors que dans le milieu anglophone, on a une infinité de petites organisations communautaires qui n'obéissent pas du tout à la même hiérarchie et qui sont plus ou moins autonomes. Je prends toujours l'exemple du Montreal Dispensary, mais il y en a plein. Comment il s'appelle, le Victorian Order of Nurses, qui est comme une organisation parallèle des infirmières nord-américaines et anglaises et qui fait de la formation, qui donne des services et qui est totalement autonome, qui ne dépend de personne et qui n'est pas une entreprise libérale de services de nursing, qui est vraiment une organisation caritative, mais qui est en même temps une organisation de formation, etc. Donc, tous ces éléments-là concourent à faire de l'hôpital un lieu central dans lequel tout converge et où on est pris aujourd'hui à mettre en pause toute la société parce que l'hôpital ne fonctionne pas et qu'on n'a pas rien d'autre alternative à mettre en avant. Donc, merci de ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde le chat, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui a des questions. C'est vrai parce que on a voilà, on a quelqu'un ici, Manon. Oui. En effet, c'est vraiment passionnant de voir comment ça opère. Pas. Allez-y, Sandra. Merci beaucoup d'intervenir et merci de nous avoir rejoints. Désolée de vous avoir... Sandra? Sandra? Est-ce que ça va? Vous pouvez parler? Vous voulez lui envoyer un petit mot? Non? Est-ce que vous voulez envoyer votre question par le chat? Essayez par la discussion. Oui, essayez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Martin, est-ce que vous vouliez intervenir? Non? Camille? Non? Bon, ben... Là, je ne sais pas si elle nous envoie sa question, Sandra. Oui, elle nous l'envoie. OK. Alors, je donne aussi l'information qui est sur le chat de la part des orthophonistes et audiologistes de GARDCA.
groupe d'action antiraciste en orthophonie et audiologie qui supporte notre projet et nous sommes ouverts à collaborer avec vous. On doit quitter la rencontre. Alex Letourneau. Formidable. Et donc, elle voulait se présenter, Sandra. Mais allez-y allez-y dans la discussion. Tout le monde a accès à la discussion. Merci, Sandra, de vous présenter. C'est une très bonne idée. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut revenir peut-être? Parce que les intervenants dont vous parliez, c'est des gens qui sont spécialisés en gynécologie ou bien… Oui, gynécologie obstétrique. OK. Donc, il y aurait les sages-femmes, des infirmières, assistantes sociales, omnipatriciens. Empirina, gynécologue, obstétricien. Ce sont les ordres professionnels. Et il y a aussi les associations, mais on a aussi tous les mouvements, pas tous les mouvements, mais certains groupes communautaires. De sages-femmes? Le regroupement des sages-femmes, oui. Mais les parle plus spécifiquement réseau d'action pour les femmes en situation de handicap, réseau des femmes immigrées et racisées qui vont défendre aussi les intérêts de leurs membres. Parce qu'en fait, on l'a appelé sous le terme chapeau de soins irrespectueux. Donc, l'objectif est de documenter l'état des soins irrespectueux au Québec, mais de réfléchir aux pratiques, ce qui implique nécessairement de mieux travailler ensemble. Donc, la question du patient, en fait, qui est souvent la patiente, oubliée, aussi, qui est la négligée, c'est le focus un peu du projet. Oui, très bien, très bien. Audrey a un projet un peu dans du sujet. Déjà, c'est comment je voyais les articulations et intérêts autour de pourquoi on est à la table, pourquoi on n'y est pas, que je trouvais intéressant. Et donc, tout à fait. J'en apprends de vous et donc je pense que ça pourrait être intéressant. Non, c'est très bien, très bien, très. Oui, tout à fait. Je trouve que ce serait vraiment une bonne idée. Alors la question, non, Sandra, on n'a pas votre présentation dans le chat. Est-ce que vous l'avez mise? Ah, c'est dommage vraiment qu'on ne puisse pas vous entendre. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que Sandra nous envoie son… Moi, j'en aurais peut-être une. Allez-y maintenant. Oui. C'est une réflexion qui me vient comme ça, c'est que avec la professionnalisation, on a vu aussi apparaître des programmes universitaires. Donc, ça s'accompagne aussi de l'entrée des femmes à l'université. Puis, de ce que j'ai lu, par exemple, du cas des programmes de formation des nutritionnistes. Ce qui est intéressant, c'est comme à l'Université de Toronto, les nutritionnistes ont commencé par se former dans des programmes qui sont des programmes d'économie familiale. Exactement. Et puis, mais elles ont finalement, certaines d'entre elles ont fait leur entrée dans le département de chimie. Alors, il y a eu cette entrée-là par la voie d'économie familiale, des nutritionnistes dans les facultés de chimie, donc dans des facultés de sciences qui étaient traditionnellement associées aux hommes. Alors, ça, je pense que c'est un point de réflexion une piste intéressante à pousser là, si on veut travailler, si on veut penser les conditions des femmes, leur statut des femmes dans le système de santé. Puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais curieusement, le programme de sage-femme à l'UQTR, lorsqu'il a été formé, il a été rattaché au programme de chimie aussi. Ah oui. C'est ça, c'était le département de chimie qui recevait… En médecine, c'est pas de faculté, parce que les sages-femmes ne devaient pas être formées dans une université où il y avait une faculté de médecine. Là, mais à l'UQTR, l'UQTR est le lieu de la faculté de médecine
de l'Université de Montréal. Ils ont une branche à l'UQTR et le problème, c'est que la faculté de médecine de l'Université de Montréal a refusé presque toutes les autres affiliations. Diététique, ils ne voulaient pas les prendre, donc ils ont été dans un groupe séparé. Nutrition, ils sont restés aussi séparés. Et c'est des fois dans l'administration de la santé et dépendant des universités et des ouvertures par exemple, aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal existe depuis 50 ans, eh bien, elle est toujours sur le point d'être annexée à la grande faculté des sciences, arts et sciences de l'Université de Montréal. Et c'est toujours des bagarres infinies, encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est des formations qui ne sont pas uniformes, qui dépendent des différents milieux universitaires et des rapports de force vraiment à l'intérieur non seulement des universités, mais entre les différentes professions. Alors oui, bien sûr, tous les accès aux formations sont l'objet de batailles très importantes. L'Office des professions, par exemple, va définir aussi le nombre de postes qui peuvent être attribués. Donc, c'est à l'entrée et à la sortie que les batailles se font. Oui, c'est vraiment, et c'est complexe, parce que tout le monde a son mot à dire. Ouais, il y a des rapports de dépendance, mais aussi ce que je vais mettre en avant aussi, c'est qu'il y a aussi, comme dans le cas de l'Université de Toronto, puis je pense aussi que c'est le cas de l'Université Laval, les femmes se sont engagées dans des sciences, dans des sciences scientifiques comme la chimie. Et on a vu de plus en plus de femmes devenir biochimistes. Alors, c'est aussi intéressant, c'est pas juste une question de dépendance des départements de sciences, mais cette capacité-là à les investir aussi. Absolument, à sa place. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Manon. Alors là, j'ai Catherine Fontaine qui pose une question. La question des relations interprofessionnelles externes à l'hôpital, mais en relation avec celle-ci, sera-t-elle traitée? Par exemple, je pense aux intervenantes communautaires, aux pères aidantes, etc. Oui, ben oui. C'est-à-dire que si on arrive à rentrer dans un hôpital pour en faire une étude de cas, on va être très contente, mais les intervenantes communautaires vont être mobilisées en principe dans la mise en place même du projet de recherche et des questions de recherche. Donc, en fait, nos prochaines réunions, y compris celle-là, nous servent à la fois avancer dans le projet, mais aussi à définir les grands axes avec les personnes qui travaillent avec nous, mais aussi qui participent à nos rencontres. Alors, donc, c'est pour ça que ces rencontres sont bien importantes et en principe, on a des contacts avec différents groupes communautaires pour les inclure dans la définition des questions de recherche. Et les pères aidantes, là, c'est vraiment plus complexe parce que comment les recruter, c'est souvent des aidants familiales ou... Il y a des associations. Il y a des associations, oui, par les associations, en fait. Il y a des systèmes de reconnaissance qui fait que peut-être on pourrait avoir un accès, mais... Oui. Le comité d'éthique. Comité d'éthique. C'est le comité d'éthique qui risque de nous coincer. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, commentaires? Oui. Salut. Oui, Camille. Bonjour Camille, ravie de te revoir. Pareillement. C'était super intéressant. Puis c'est sûr que je vais suivre les activités du chantier avec intérêt. Puis je serais super intéressée à y participer. Oui, tu es déjà sur notre liste d'invités, de conférencières. Puis je ne sais pas quelle période vous alliez cibler, mais en fait, pour ma thèse, je fais des entrevues avec des travailleuses de la santé qui ont vécu le tournant néolibéral de l'État québécois, de l'intérieur. Donc, j'ai des infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires, préposées à l'entretien. Donc, les entrevues que je fais avec elles, c'est surtout sur la période 1980. Mais si jamais vous seriez intéressé à avoir des contacts, là, j'avais fait des liens avec des infirmières originaires des Caraïbes, puis une infirmière philippine aussi là, qui avait été impliquée
dans l'association des infirmières philippines qu'il avait cofondée. Donc, c'est ça, on pourra discuter si jamais vous auriez besoin de mise en contact pour des entrevues. Puis même, j'ai eu d'autres contacts aussi que je n'ai pas pu prendre en entrevue parce que j'ai un nombre limité à faire, mais on pourra en discuter. Là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel avec ces sources orales. Ah ben oui, c'est formidable. Merci beaucoup de cette proposition et c'est sûr qu'on va l'utiliser parce qu'en effet, on est à cette étape-là. Alors oui. Et on va vous revenir de toute façon, Camille, pour vous inviter à notre prochaine rencontre. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Ben, ça fait plaisir. Merci, Camille. Alors, je vais aussi vous lire le mot que Sandra Winter nous adresse. Elle est retraitée du réseau du MSS M3S depuis 38 ans, plusieurs réformes. J'ai travaillé comme clinicienne et gestionnaire. J'ai collaboré avec les hôpitaux, CLSC, associations communautaires, MD, ordre professionnel et plusieurs professionnels du milieu hospitalier, réadaptation communautaire. J'ai mené divers projets de restructuration des modèles de soins touchant la hiérarchisation des professions et les modèles de soins multidisciplinaires versus interdisciplinaires, etc. Donc, Sandra, c'est sûr qu'on va être un peu plus sur nos gardes pour vous inviter la prochaine fois de meilleure manière et puis de vous associer de manière plus intense à nos travaux et sans doute on va faire une histoire de vie avec vous alors, certainement, si vous proposez comme ça. Merci infiniment, Sandra. Merci, Manon. J'ai co-dirigé le mémoire de Raymond Gagnon sur l'intégration des sages-femmes étrangères à la pratique québécoise. Ce document pourrait vous intéresser. Oui, absolument. Si vous l'avez, on va le récupérer ou sinon, on va vous le demander. Je pense qu'on a vos courriels. Est-ce que ça vous dérangerait si on vous recontacte pour vous donner les informations de notre chantier? Oui. Samia, est-ce que vous avez les courriels de tout le monde? Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on voudrait partager? C'est bon? Ben, écoutez, alors je vous remercie tous infiniment. Merci Stéphanie, merci Sylvie, merci Salmia, merci Karen ici et merci à vous toutes et toutes d'être là avec nous aujourd'hui et de votre contribution. Au revoir.